Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le nombre de chômeurs connaît une baisse significative en janvier. Des chiffres qui concernent les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Manuel Valls salue un encouragement à poursuivre. Alors ces bons chiffres peuvent-ils tracer une tendance à la baisse? On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi soir. Un sursis accordé à la France pour son déficit. Bruxelles donne 2 ans à Paris pour passer sous la barre des 3% du PIB en 2017. Un délai assorti de conditions très strictes, mais c'est une bouffée d'oxygène pour le gouvernement qui compte aussi sur la baisse du pétrole et de l'euro, entre autres, pour faire repartir la machine économique. Les explications à suivre. Nicolas Sarkozy fait son grand retour au salon de l'agriculture. Le patron de l'UMP est revenu sur la petite phrase de François Hollande qui avait dit il y a 2 ans qu'on ne reverrait plus l'ancien président. Et Nicolas Sarkozy a ironisé, je cite, sur une promesse encore non tenue par le chef de l'État. Images et extraits tout à l'heure. Enfin, c'est une visite qui passe mal. 4 parlementaires ont rencontré Bachar el-Assad en Syrie. Une initiative personnelle qui n'a pas l'appui du gouvernement français. Les députés et sénateurs en déplacement défendent quant à eux la nécessité de parler avec le régime de Damas, alors que la France a rompu ses relations avec ce pouvoir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. 19 100 inscrits en moins à Pôle emploi pour le mois de janvier. Le chômage diminue. Ces chiffres concernent essentiellement les jeunes et les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Le gouvernement salue ce soir un premier pas. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. L'année 2015 commence avec une légère éclaircie sur le front de l'emploi. En janvier, le nombre de chômeurs sans aucune activité a reculé de 0,5% par rapport à décembre. Une baisse qui concerne particulièrement les jeunes, c'est la première depuis l'été dernier. De quoi satisfaire le Premier ministre. Les chiffres du chômage qui viennent d'être publiés à l'instant même, 19 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins au mois de janvier sont également et simplement un encouragement à poursuivre. Une baisse en réalité en trompe-l'œil, car dans le même temps, le chômage de longue durée, c'est-à-dire les demandeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an, augmente de 0,7% en janvier. Au final, toutes catégories confondues, ce sont 3,48 millions de demandeurs d'emploi sans activité. Cette baisse de 0,5%, simple embellie ou amorce d'une inversion de la courbe du chômage. Après une année 2014 catastrophique, le gouvernement veut croire en un premier signe positif. Voilà, Emmanuel Valls a salué ces chiffres du chômage lors d'un point presse consacré initialement à la réforme du dialogue social. Le Premier ministre a réuni aujourd'hui à Matignon syndicats et patronat pour simplifier ce dialogue entre employeurs et représentants des salariés et lever ainsi les freins à la création d'emplois. Le résumé de la journée avec Jérôme Rabier. Syndicats et patronat avaient échoué à trouver un accord sur le dialogue social en janvier. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement reprend les rênes et rédige son propre projet qu'il a présenté cet après-midi aux partenaires sociaux. Avec bien sûr un souci d'écoute, de dialogue, d'équilibre, de recherche permanent de l'intérêt général au service des entreprises, mais aussi au service des salariés de ce pays. Côté avancé pour les salariés, on peut évoquer la création d'une commission régionale pour les entreprises de moins de 11 salariés, ces TPE jusque-là dépourvues de représentation syndicale. Côté patronat, le gouvernement donne aussi des gages en simplifiant les organes de représentation. Ils pourront être regroupés en une seule délégation dans les entreprises de 50 à 300 salariés. De quoi obtenir le satisfecit du MEDEF et de la CFDT. Nous avons salué cet esprit de réforme qui va dans le bon sens. Maintenant, il y a plein de points techniques sur lesquels nous serons très vigilants parce que sur le dialogue social, je dirais, on peut très vite déraper et se retrouver avec des obligations, des contraintes. Il va enfin avoir une représentation collective pour tous les salariés, y compris ceux des TPE. En plus, avec des salariés issus de ces TPE, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vous rappelle qu'on se bat depuis des dizaines d'années sur ces questions-là. Mais tous ne sont pas sortis satisfaits. La CGT et Force ouvrière ont dénoncé un texte trop proche de celui rejeté par les partenaires sociaux en janvier. Et côté patronat, la CGPME refuse toujours la représentation pour les salariés de très petites entreprises.
Pour les rassurer, Manuel Valls a promis de les consulter jusqu'à l'adoption de la loi prévue pour le mois de juillet. C'est une visite qui crée la polémique. 4 parlementaires ont rencontré aujourd'hui Bachar el-Assad en Syrie. Une initiative personnelle qui n'a pas l'appui du gouvernement français. Les députés et sénateurs en déplacement défendent la nécessité de parler avec le régime de Damas alors que la France a rompu ses relations avec ce pouvoir. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. Un entretien d'une bonne heure avec Bachar el-Assad en personne. Une première depuis la fermeture de l'ambassade de France en 2012. Tout sourire, les 4 parlementaires défient la ligne officielle. Eux mettent en avant une initiative personnelle. C'est une mission personnelle pour voir ce qui se passe, entendre, écouter. Ensuite, nous en tirerons des informations. Selon la télévision syrienne, il aurait été question des relations franco-syriennes et du terrorisme. L'Élysée minimise l'affaire. C'est une initiative qui n'est en aucun cas une initiative officielle et diplomatique de la France. C'est une initiative personnelle de parlementaires. Depuis 2012, pour protester contre la répression orchestrée par le régime d'Al-Assad, les relations diplomatiques sont rompues avec la Syrie. Cette rencontre pourrait apporter de l'eau au moulin de ceux qui souhaitent reprendre le dialogue. Voilà, et pour plus d'éléments sur ce déplacement et les explications des parlementaires, je vous renvoie à notre site publicsénat.fr. On y trouve aussi la réaction de François Fillon qui soutient cette initiative. Si j'avais l'occasion d'aller en Syrie, j'irais sans hésiter, affirme l'ancien Premier ministre qui défend aussi une diplomatie tournée vers la Russie. Dans l'actualité également ce soir, le gouvernement qui souhaite réformer les instances de l'islam de France. Les autorités cherchent des interlocuteurs plus divers que le Conseil représentatif du culte musulman. Une large consultation est lancée. Les détails du plan présenté par Bernard Cazeneuve avec Pauline Dame. Premier objectif de ce plan, améliorer le dialogue au sein et avec la communauté musulmane. Une nouvelle instance sera mise en place d'ici cet été. Elle réunira le Conseil français du culte musulman, des imams et des intellectuels. Deuxième priorité pour le gouvernement, la formation des imams. 6 nouveaux diplômes universitaires de formation civile et civique seront créés. Mais pas question de toucher à la loi de 1905 qui sépare l'État et la religion. Cet enseignement sera donc facultatif. Objectif : mieux expliquer et mieux enseigner les règles de la République. Le gouvernement veut également rassurer la communauté musulmane. La sécurité des mosquées sera renforcée avec la mise en place notamment de systèmes de vidéosurveillance. Pour le ministre de l'Intérieur, il ne doit y avoir aucune concession possible avec les lois de la laïcité. Cela suppose une application extrêmement stricte et rigoureuse des règles de la laïcité et des lois de la République, notamment celles relatives à la laïcité, avec lesquelles il ne saurait y avoir de concessions et sur lesquelles il ne saurait être toléré aucune faiblesse. Une réforme nécessaire pour la sénatrice Bariza Chiari. Il est indispensable aujourd'hui que la partie spirituelle ait sa place, mais la partie valeur de la République ait également sa place. Et donc le fait de former des imams ici, dans un cadre en français, dans un cadre universitaire, me semble une chose excellente pour l'avenir. Pour le seul mois de janvier, 176 actes islamophobes ont été recensés en France, soit autant que sur l'année 2014. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi sur les différents thèmes dans l'actualité ce soir. Et c'est juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé Agathe Pécastin. Les Rafales français entrent en action. 2 jours après l'engagement militaire de la France dans la coalition internationale contre l'État islamique, les premières bombes sont larguées en Irak. Une opération menée depuis le porte-avions Charles de Gaulle. La cible, un camp d'entraînement de Daesh dans l'ouest du pays. Au même moment, 800 soldats de l'armée irakienne tentent une offensive au sol. Objectif, reprendre la ville d'Al-Baghdadi, à quelques kilomètres de Bagdad. Aucune nouvelle d'Isabelle Prime enlevée au Yémen. Plus de 24 heures se sont écoulées et toujours pas de revendication. Évidemment,
tous les services sont mobilisés, comme toujours, avec beaucoup de détermination, de discrétion en même temps. Mais c'est un pays dans un état complètement anarchique. Et il faut avoir à l'esprit que nous avions donné l'ordre d'évacuation de l'ambassade et de l'ensemble des Français déjà il y a 2 semaines. La jeune ressortissante française et son accompagnatrice ont été kidnappées hier à Sanaa, à proximité d'un barrage. La capitale yéménite est aux mains des miliciens chiites, les Houthis, mais rien encore n'indique qu'ils soient impliqués dans cet enlèvement. C'est le dernier jour d'un procès hors norme. Aujourd'hui, l'affaire Bettencourt envoie à la barre les avocats de la défense des 2 principaux protagonistes. Patrice Demestre, l'homme de confiance de la milliardaire, et François-Marie Magnier, le confident. Jugé pour abus de confiance et blanchiment, il réclame la relaxe. Monsieur Magnier ne se considère pas comme victime, il a une relation d'amitié, il se retrouve dans une situation extrêmement conflictuelle, il l'assume et il s'en explique. Le jugement sera rendu le 28 mai prochain. 3 journalistes de la chaîne de télévision Al Jazeera ont été placés en garde à vue. Ils auraient fait survoler leur drone dans l'après-midi au-dessus du bois de Boulogne. Hier soir encore, d'autres engins téléguidés ont été signalés au-dessus de Paris. Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur s'amuse de la dernière réunion du Parti socialiste. Les frondeurs semblent amadoués pour le moment. Le club d'éditorialistes du mercredi 22h, c'est le débat et l'analyse des thèmes qui rythment l'actualité avec des journalistes de presse écrite et des politologues. Je vous présente nos invités ce soir qui forment ce club. Sébastien Le Foll, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le directeur de la rédaction du Point. Nous accompagne également ce soir Geoffroy Lejeune, bonsoir. Rédacteur en chef du service politique à Valeurs Actuelles. Olivier Roucan, également avec nous, bonsoir. Politologue, chercheur en sciences politiques. Et notre chroniqueur est là, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et voici les sujets que nous allons aborder ce soir. Alors, est-ce la journée des bonnes nouvelles pour le gouvernement? Baisse du chômage, même si on va être très prudent sur les chiffres. Sursis accordé par Bruxelles pour notre déficit. On va analyser tous ces indicateurs sur la forme et le fond. Et puis, c'est le grand retour de Nicolas Sarkozy. Il était au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, à côté de Filouze. C'est la mascotte du salon. Le patron de l'UMP a multiplié les pics à l'encontre du président Hollande et distribué les tacles à Marine Le Pen. Mais d'abord, premier sujet. Le chômage avec ce chiffre en diminution pour le mois de janvier. La baisse concerne, on va le préciser, surtout les jeunes. Elle touche essentiellement les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Jean-Louis Gombaud, avant de parler du fond, on va parler de la forme avec le gouvernement qui a soigné la mise en scène aujourd'hui avec la réaction de Manuel Valls lors d'un point presse qui était prévu après la rencontre avec les partenaires sociaux. On écoute le Premier ministre. 19 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins au mois de janvier sont également et simplement un encouragement à poursuivre. Au total, vous le savez, le gouvernement table sur une croissance de 1% en 2015 et de 1% au moins. Et je pense que nous pouvons encore faire mieux si nous continuons à soutenir la compétitivité de nos entreprises. Car cette croissance reste à ce stade trop faible. Mais c'est une première étape, celle qui doit redonner confiance à notre pays, à notre économie et aux Français. Le Premier ministre qui devait s'exprimer sur le dialogue social, il l'a fait d'ailleurs après, Sébastien Le Foll, mais c'est une coïncidence heureuse. Il apparaît ainsi tout auréolé de ces chiffres aujourd'hui. Oui, Pierre, le mot important, je trouve, c'est encourageant. Quand on donne des encouragements sur un bulletin de notes, c'est pas mal, hein, c'est entre 10 et 12 sur 20, c'est pas les félicitations non plus, donc on voit quand même la prudence. Manuel Valls ne fanfaronne pas parce qu'il sait qu'il y a aussi des prévisions qui sont beaucoup plus alarmistes, hein, que le chômage devrait continuer à progresser, et surtout, il annonce cette croissance dont on sait que, pour le moment, elle n'est pas de nature à vraiment durablement inverser cette courbe du chômage, pour reprendre l'expression admise. Mais est-ce qu'après une folle semaine, rappelons ce qui s'est passé, Olivier Roucan, le psychodrame du 49.3, hier encore au Bureau national du Parti socialiste, eh bien les mises au point et il fallait une explication. Est-ce que ça tombe à pic pour le gouvernement après tout ce qui s'est passé? Il est clair que le gouvernement peut faire passer un message un peu positif, ceci dit, sur le chômage, et compte tenu de la faiblesse de la diminution, c'est quand même avec modération que
le gouvernement lui-même, Emmanuel Valls lui-même, présente la nouvelle. Beaucoup de modération, beaucoup de retenue. Et puis, parce que la toile de fond est celle que vous avez rappelée, plus 600 000 en 2 ans et demi, après une montée après 2008, un chômage de longue durée qui reste, qui touche 40% des chômeurs, et la durée augmente. Parmi les chômeurs, énormément sont à moins de 500 euros par mois ou à 500 euros par mois. Donc il y a cette pauvreté aussi endémique. Donc c'est une nouvelle, comme l'a dit le Premier ministre, qui va permettre de rebondir, de susciter de la confiance. Alors vous êtes très prudent. Jean-Luc Gombault, on peut dire que c'est une petite touche de couleur, d'espoir dans un tableau décrit par Olivier Roucan qui est pour le moins noir, c'est le cas, mais c'est quand même des chiffres à prendre avec des pincettes ce soir? Moi, je pense que c'est un bon chiffre, parce que rappelez-vous, le mois dernier, le chômage a augmenté de 18 000. Et tout le monde avait dit, vraiment, alors là, ça se termine vraiment très très mal pour eux, 18 000. Là, on a une baisse qui est à peu près du même ordre que la hausse de décembre, et on fait un peu la fine bouche. Alors, le gros problème, c'est évidemment la poursuite. On voit bien que M. Valls a tourné la page de l'inflexion de la courbe du chômage, de l'assurance qu'avait pu montrer François Hollande sur cette affaire. Par ailleurs, vous avez rappelé à juste titre, la faible croissance fait qu'effectivement, on ne va pas pouvoir faire des miracles avec ça. D'autre part, il faut savoir que sur les gens qui quittent Pôle emploi, il n'y en a que 20% qui ont trouvé du travail ce mois-ci. Donc le reste, c'est quand même très administratif. Le fait qu'ils n'ont pas renouvelé leur adhésion aux inscriptions à la pôle du chômage. Si vous voulez, en gros, pour moi, la situation est la suivante. C'est que jusqu'à présent, le chômage, depuis l'arrivée de monsieur Hollande à l'Élysée, augmente en moyenne de 18 000 par mois. Si ça continue comme ça, on met en parenthèse au mois de janvier, son quinquennat, c'est 1 million de chômeurs de plus. Oui, d'autant plus qu'il a lié son destin et son éventuelle candidature en 2017 à cette question. Exactement. Et s'il veut arriver à ce qu'il a trouvé en arrivant à l'Élysée, c'est-à-dire 3 millions de chômeurs, il faut que le chômage baisse chaque mois de 18 19 000, c'est-à-dire ce qu'il a fait au mois de janvier. Donc voilà. Donc s'il veut revenir à 3 millions, il faut qu'il baisse de 18 à 19 000. La croissance ne peut pas le lui permettre. Si on fait la liste quand même de tout le CICE, le pacte de responsabilité, si vous voulez, c'est Einstein qui dit « Dieu ne joue pas au dé ». Mais en politique, en économie, le hasard, la chance, c'était la question justement pour Geoffroy Lejeune. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un alignement des astres? D'ailleurs, Manuel Valls n'a pas manqué de le rappeler, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, probablement aussi la baisse des charges sur les entreprises qui a peut-être joué, qui a un petit peu commencé. En fait, moi j'aime bien la formule de Julien Drey qui dit que François Hollande est quelqu'un qui joue au loto tous les 5 ans. Vous aimez bien les formules ce soir. Qui gagne à chaque fois, mais elle est assez révélatrice parce qu'en fait c'est vrai qu'il a beaucoup de chance et on lit beaucoup de papiers en ce moment expliquant que les planètes s'alignent en effet. Et maintenant, moi je suis pas... je comprends le faible optimisme de Manuel Valls pour les chiffres qui viennent de sortir, parce que je ne crois pas me tromper en disant que les chômeurs en catégorie, là on parle de la catégorie A, donc les moins 19 000. En même temps, catégorie... celle qui n'a connu aucune activité, j'allais dire celle qui est la plus difficile à sortir du chômage. Peut-être, mais la catégorie B et C, c'est 35 000 chômeurs de plus. Si on fait le compte en tout, ça fait plus de chômeurs ce mois-ci que le mois dernier. Moi, je suis juste un peu frappé de voir qu'on ne parle pas de ça. Donc, est-ce qu'il faut être optimiste après ces annonces? Moi, je suis désolé, j'ai du mal. Et pourtant, Dieu sait que je serais content qu'il y ait on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux à l'instant qui nous disent arrêtez de parler d'une baisse du chômage, parler des différentes catégories, mais vous l'avez rappelé, donc pour la catégorie B et C, c'est bien ça, Jean-Luc Gombault? B, C. Ça augmente. Et ça augmente. Si on prend en compte toutes les catégories, grosso modo, ça augmente de 0,3%. Je crois que c'est ce que j'ai vu. Sur l'année, disons, sur l'année, vous avez 5% de hausse du chômage pour la catégorie A. Pour la catégorie A, B, C, ça fait 6%. Et pour les chômeurs de longue durée, c'est 10%. Et pourtant, Sébastien Le Foll, on se souvient de la phrase de François Hollande il n'y a pas si longtemps, c'était lors de sa conférence de presse, on va l'écouter, puis on en parle juste après. Il n'y a pas de montée inexorable du chômage. Il y a eu une montée, et là vous avez raison, du chômage depuis 2 ans et demi. Et j'en ai pris toute la responsabilité. Mais j'ai à chaque fois dit que je prendrais toutes les mesures économiques, industrielles, sociales, pour qu'il n'y ait pas de fatalité. Il y a un environnement qui est meilleur, incontestablement. Est-ce qu'il suffit? Non. Donc, nous allons continuer les réformes. Environnement qui est meilleur, et là il parle de l'alignement, la conjonction des astres, mais il dit aussi pas de fatalité.
Oui, alors il y avait en plus une autre bonne nouvelle hein, pour lui dans ces 24 dernières heures, c'était le RAB que nous offre la Commission de Bruxelles pour notre déficit. Alors oui, effectivement, il a admis qu'effectivement il avait échoué sur ce terrain-là. Maintenant, la suite. Donc il y a cette loi Macron avec le 49.3, effectivement, mais on ne voit pas pour le moment la suite. On ne voit pas le cap. Ce n'est pas, je pense, la loi sur le dialogue social qui agit quand même malgré tout à la marge, qui peut offrir vraiment une alternative, qui offre des perspectives. Les perspectives, les remèdes, on les connaît, hein, les leviers, le code du travail et autres. Et aujourd'hui, pour le moment, on le voit bien, avec ces élections départementales qui arrivent, le congrès surtout du Parti socialiste, qui est quand même l'enjeu majeur pour la majorité présidentielle, hein, plus à mon avis que les départementales qui s'annoncent très mal. On ne voit pas d'ici juin, en tout cas, se dessiner de nouvelles réformes qui ne soient pas anecdotiques. Et vous entendez Olivier Rocan, ce que dit Sébastien Le Foll, il dit qu'il n'y a pas de réforme sous forme d'électrochoc justement pour relancer la machine économique, même si on a parlé quand même d'éléments positifs alors qu'ils ne sont pas de notre fait, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro qui nous sert. Alors quand même, il y a une bonne nouvelle dont nous n'avons pas parlé, c'est les premiers résultats du CICE, puisqu'il y a quand même des chiffres qui montrent que le coût du travail augmente moins vite sur les 2-3 dernières années en France qu'en Allemagne. Donc cette baisse du coût du travail, qui est la base de la politique de l'offre, si j'ai bien compris, commence à porter quelques fruits. Et on peut espérer que le pacte de responsabilité, progressivement, porte davantage de fruits que durant les premiers mois, en quelque sorte. Alors il est vrai que ça ne règle pas tout, puisqu'on voit aussi que l'Espagne va plus vite et que sa croissance, notamment fondée sur des coûts du travail très modérés, l'Espagne avance plus vite. Mais enfin, et sur la France est sûre... Exactement, sur le chômage aussi. Oui, enfin, rappelez-nous le taux de chômage en Espagne. Espagne. Les résultats, globalement... C'est-à-dire que la progression est plus importante, mais ils partent de très loin. Ça, c'est sûr. Le chômage des jeunes est à un niveau exceptionnellement haut. Oui, de chômage. Alors, simplement, le président l'a rappelé, justement, son CICE, son pacte de responsabilité. Les perspectives chiffrées sont assez controversées. L'INSEE dit que ça va faire 80 000 emplois en 2015. Le gouvernement dit que ça fera 150 000 emplois en 2015. Mais il faut rappeler que chaque année, il y a 120 000 personnes nouvelles qui débarquent sur le marché du travail. Donc, ça plus qu'ailleurs. Pardon ? Oui, alors évidemment, il y a un aspect français particulier, bien entendu. Mais et effectivement, avec ce 1% de croissance, plus le fait que ce CICE, ce pacte de responsabilité, ne fait que compenser l'arrivée des nouvelles personnes sur le marché du travail, ça va être très très difficile que cette courbe du chômage s'infléchisse. Beaucoup de prudence, voilà, beaucoup exactement. De si, mais Geoffroy Lejeune, est-ce que quand même ça ne conforte pas le gouvernement à continuer les réformes? Il est sorti d'une semaine très difficile. Est-ce qu'il ne peut pas dire là aux frondeurs, et d'ailleurs plus largement, d'ailleurs à la population, bien voilà, ça peut porter quelques fruits, on doit continuer, on doit pousser plus loin le curseur? Mais en fait, il ne peut pas, le gouvernement ne peut pas, et François Hollande ne peut pas, pour une raison simple, c'est qu'ils ont utilisé l'article 49.3. Moi, je parlais avec un frondeur cette semaine qui rigolait sur le fait qu'ils aient dû utiliser l'arme atomique pour une loi qui réforme les abribus. C'était la formule du frondeur. Mais mis à part ça, maintenant ils ont utilisé l'arme nucléaire pour faire passer cette loi. Comment ils vont faire? On a le droit d'utiliser une fois par session depuis la réforme de 2008. Manuel Valls n'a pas exclu d'autres utilisations du 49.3. Absolument, mais dans un délai, je veux dire, ils vont être obligés d'attendre la prochaine session parlementaire. Donc ils vont pouvoir faire quoi? Une loi qui fasse les soi-disant réformes miracles par session, ça va aller très vite jusqu'à la fin du quinquennat, première chose. Et puis deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Sébastien Le Foll, c'est qu'avec un parti socialiste aujourd'hui vraiment déchiré, mais sur des questions importantes, idéologiques, qui n'a pas fait cette mue que Manuel Valls lui a faite depuis longtemps, le Parti socialiste ne l'accompagne pas totalement. Donc les frondeurs, moi je les défends souvent parce que je trouve que leur combat est légitime. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'ils disent en économie, mais leur combat est légitime. François Hollande a été élu sur une promesse, je le rappelle tout le temps, il a dit l'Europe c'est pas très important, le traité budgétaire je vais m'arranger, Merkel je vais gérer, vous inquiétez pas. Aujourd'hui il fait exactement l'inverse, il négocie des sursis en permanence et il fait exactement ce qu'il reprochait à Sarkozy de faire. Donc moi je trouve que politiquement les frondeurs sont légitimes, donc je pense que ça va être très compliqué, pour répondre à votre question, de continuer dans ce sens-là pour le gouvernement. Vous êtes d'accord? Ça va être de plus en plus compliqué avec encore, on en parle de cette aile gauche, de la gauche. Vous faire dire que grosso modo, dans l'histoire des Francs, il y avait Clodion le chevelu, Pépin le bref, et François le chanceux, comme le surnomme Pierre-Antoine Delhomme. La chance, ça compte. En politique, ça compte, et dans d'autres domaines également.
Alors, est-ce qu'il a de la chance? On va parler de quelqu'un d'autre, c'est Nicolas Sarkozy. C'est son grand retour. Le patron de l'UMP était aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Alors, entre une dégustation de fromage, de lait, il était à côté de la mascotte du salon que vous connaissez. Jean-Luc Comboil s'appelle Philouse, la mascotte. Et Nicolas Sarkozy a multiplié les attaques à l'encontre du président. Et il a particulièrement répondu à ce qu'avait dit François Hollande il y a exactement 2 ans. On voit tout cela avec Marie Brémaud et on en parle juste après. Il n'y avait pas mis les pieds depuis l'année de sa défaite. C'était en 2012, en pleine campagne présidentielle. Lui qu'on a toujours dépeint comme éloigné du monde paysan était aujourd'hui dans les allées du Salon de l'Agriculture, affable, souriant, patient. Edith, ça va faire jaser si on reste ensemble trop longtemps. C'est vrai. Allez, merci. Quant à la montée du Front National et de Marine Le Pen, y compris dans le monde rural. Je ne veux pas parler d'elle. Je veux parler des agriculteurs et de l'agriculture. Je ne veux pas parler d'elle. Le problème, c'est pas elle. Ce n'est qu'un symptôme. La vraie question, c'est l'inquiétude des agriculteurs quant à leur avenir. Mais à un mois des élections départementales, Nicolas Sarkozy n'en reste pas moins en campagne et tacle avec ironie son successeur. En 2013, François Hollande, dans ce même salon de l'agriculture, avait déclaré à un enfant qu'il ne verrait plus jamais Nicolas Sarkozy. Qui a dit qu'on ne me verrait plus? François Hollande. Encore une promesse non tenue. C'est bien connu. En politique, on ne meurt jamais. Alors, la porte de Versailles, c'était synonyme de mauvais souvenirs pour l'ex-chef de l'État Geoffroy Lejeune, qui a pris soin, là, vraiment de garder ses nerfs tout au long de sa visite. On se souvient de la polémique qui avait été générée par sa phrase « Casse-toi, pauvre con ». Là, c'est tout un autre contexte. On voit bien que c'est très maîtrisé. Ouais, c'est le nouveau Sarkozy auquel vous avez droit toute la journée depuis le mois de novembre, je crois. C'est le rassembleur, etc. Moi, écoutez, je pense la séquence fait rire et puis les blagues sont marrantes, elles fusent bien. Maintenant, dire que Marine Le Pen est un symptôme, pas une solution, et dire que François Hollande tient pas ses promesses, ça fait pas un programme, quoi. Il va falloir qu'il pense à se réveiller. Ah, mais il n'allait pas le développer au Salon de l'Agriculture non plus, non? Je suis d'accord, mais si vous voulez, en gros, depuis le retour de Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose qui se passe au sein de l'électorat de droite. C'est marrant, il avait réussi à susciter une attente, vraiment, parce qu'on mettait dans sa tête des choses qu'il n'avait apparemment pas en tête. Et aujourd'hui, depuis qu'il est revenu, moi j'attends la première parole forte sur l'état de la France, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Sébastien Lefebvre, il y en a aussi beaucoup qui disent que c'est une stratégie à petits pas. Il y a différentes étapes. Faire le rassemblement, parce que la droite a été traumatisée par l'épisode Copé-Fillon, et puis viendra le temps, on est encore loin de la présidentielle de la primaire. C'est un mimétisme entre Sarkozy et Hollande, les petits pas qu'elle fait référence. C'est vrai que l'un semble s'en remettre à une conjoncture internationale pour obtenir des résultats, et l'autre attend que François Hollande se casse définitivement la figure pour essayer d'espérer, en espérant peut-être récolter. Enfin, pour le moment, ça ne se vérifie pas dans toutes les études d'opinion. La droite UMP ne profite pas vraiment de l'impopularité quand même encore du pouvoir. Marine Le Pen progresse. La droite ne semble, effectivement, je suis d'accord avec Geoffroy, je ne semble pas du tout avoir de projet alternatif. Son discours ne prend pas. Et donc, effectivement, Nicolas Sarkozy semble meubler le temps en attendant peut-être l'été, l'automne, que les choses se décantent. Il est dans une position aussi attentiste, veillant à ménager aussi Alain Juppé, avec qui il ne veut pas donner l'impression de faire monter trop vite leur antagonisme, refusant de trancher entre deux lignes qui semblent irréconciliables au sein de l'UMP, une ligne beaucoup plus patriotique, souverainiste, et une ligne plus sociale, libérale. Donc on attend, on procrastine en quelque sorte, un peu comme François Hollande. On procrastine surtout jusqu'au départemental, qui vont être un test grandeur nature de la santé du parti et de ses représentants. Je voudrais revenir au salon Olivier Rocan. Nicolas Sarkozy, contrairement à tous les autres responsables politiques qui se sont succédés, dont Alain Juppé d'ailleurs à droite, a refusé de parler de Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy, il a dit cette phrase qu'a dit Geoffroy Lejeune, elle n'est pas la solution, elle est le symptôme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu en parler? Est-ce que c'est une stratégie globale ou est-ce qu'au Salon de l'Agriculture, il voulait d'abord parler aux agriculteurs? Je pense que c'est une stratégie globale qui consiste à ne pas promouvoir, en parlant trop, une rivale dangereuse. Et donc, c'est la stratégie de l'édredon, tout simplement. En plus, cela peut porter, car il y a quand même auprès de l'opinion tout un segment, y compris chez les intellectuels, tout un mouvement qui commence à penser depuis assez longtemps qu'on parle trop.
des résultats, notamment au partiel du Front National, qu'on fait des sondages sur toute la France, alors qu'on sait très bien que les élections départementales sont des élections très locales, qu'en plus les cantons ont été redécoupés, que tout ça, les sondages ne peuvent pas le mesurer. Donc lorsque l'on balance les chiffres, permettez-moi l'expression, de 30% pour le Front National au départemental, de 25 pour les autres, on sait très bien que ça ne sera pas la réalité, qu'il y a un décalage énorme et que si ça devait être la réalité, ce sera vraiment de l'ordre de la... Est-ce que ne pas en parler permet, j'allais dire, d'effacer les choses? C'est pas le cas, Jean-Louis Gombault? Moi, je pense qu'il montre une habileté politique dans cette affaire. Ben, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu de parler de Madame Le Pen. Il est au salon de l'agriculture. Alors il dit je suis venu pour qu'on parle des problèmes des agriculteurs. J'aurais bien aimé. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Il parle de François Hollande quand même. Oui. Il parle pas des agriculteurs. Oui. Alors, mais dans il a parlé des deux grands problèmes des agriculteurs, la compétitivité et puis. Il a parlé de la compétitivité. Bon, mais là, le gouvernement, justement, la veille, avait pris des mesures dans ce sens. Mais il aurait pu. Mais je ne sais pas si le micro était là quand il a pu parler par exemple des quotas laitiers qui vont être levés au 1er avril, qui va poser un énorme problème pour les agriculteurs, cette levée de quotas laitiers. Bon, mais cela dit, moi je trouvais ça assez habile. Je suis pas là pour parler de ce qui est Le Pen. moins, si vous voulez, c'est que par rapport aux agriculteurs, précisément à la montée du Front National dans les zones rurales et au décrochage sur le chômage, notamment de ces zones, il aurait pu être judicieux de développer des propositions fortes sur l'égalité des territoires, par exemple, et de commencer à parler du fond. D'ailleurs, François Fillon ne se prive pas de multiplier les rendez-vous face à la presse où il parle de thèmes. François Fillon, il développe son programme. Dernièrement, le logement, il décline les thématiques. Les stratégies différentes qui sont liées d'ailleurs par rapport à ce que vous disiez, aux positions différentes que les uns et les autres occupent. Je répète ma question, est-ce que ce n'est pas une question de temps? Lui, il est à la tête de ce parti. Est-ce que ce n'est pas un autre calendrier par rapport à ses challengers comme Alain Juppé et François Fillon, Geoffroy Lejeune? Mais il n'est pas maître du calendrier, contrairement à ce qu'il croit. C'est-à-dire qu'il a tellement bien géré. C'est vrai qu'il a été très bon pendant les 2 ans où il n'a pas parlé. Il a bien géré parce qu'il faisait... non mais c'est pas du tout... il pique, hein, mais il gérait... Non, c'était pas du tout avec un esprit polémique, mais il gérait très bien ses prises de parole, ses fameuses cartes postales. Ça a très bien marché, sauf que maintenant, c'est plus le cas, c'est plus possible. Notamment, par exemple, on l'a très bien vu au moment de la partielle du Doubs, quand il faut décider si l'UMP fait nini ou alors vote PS, on peut pas attendre 2 jours, on peut plus attendre 2 jours. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui va dire qu'elle vote PS. Et il est plus maître de son calendrier, c'est ça qu'il a pas compris. Et pour revenir sur Marine Le Pen, que ce soit pas le lieu, le salon de l'agriculture, pour parler d'elle, très bien, mais on lui pose la question, et moi je pense que la réponse, elle est symptomatique de quelque chose qu'il a en tête, Nicolas Sarkozy. Je sais, pour l'avoir déjà vu expliquer ça, qu'il pense que Marine Le Pen est une bulle, un peu comme une bulle spéculative qu'on peut crever à n'importe quel moment, parce que en 2007, il a réussi, en reprenant, en gagnant certains thèmes du Front National, à mettre Le Pen à 10%. C'est la première fois que Le Pen, ça a marché une fois, exactement. Oui, mais depuis, il y a un maillage territorial et local qui s'est installé. Une fois en plus de 20 ans, finalement. Je suis absolument d'accord, et c'est pour ça, lui pense aujourd'hui qu'il peut refaire le même coup. Sauf qu'entre-temps, il y a eu 2012, il y a eu son mandat, il a déçu des gens qui avaient voté pour lui au lieu de voter pour Le Pen, et la situation... Il y a l'institutionnalisation de ce parti qui ne cesse de progresser. Exactement. Donc moi je trouve qu'il a tort de repousser le problème à plus tard, et puis accessoirement, je suis d'accord avec votre analyse sur les sondages pour les départementales. Maintenant, moi j'ai parlé avec des gens qui sont chargés de ce scrutin pour l'UMP. À l'UMP rue de Vaugirard, là où il habite, enfin là où il est tous les jours, les gens pensent que le FN va être en tête dans énormément de cantons, qu'il y aura beaucoup de duels FN-UMP, ensuite des duels FN-PS, et très peu de duels, enfin moins de duels UMP-PS. C'est quand même une grosse nouveauté. Et ça, il va devoir y répondre dans 15 jours. Il va devoir y répondre. Il a quand même dit une phrase, Sébastien Le Foll, qui était assez tranchée et forte. Il a dit, celui qui fera des alliances, qui est tenté ou qui fera des alliances locales, il sera exclu du parti. Parce qu'il y a une vraie tentation, justement, de ces alliances, alors à certains niveaux, entre UMP et FN. Oui, on sait qu'il y a de plus en plus de porosité entre l'UMP et le FN, mais il sait aussi, Nicolas Sarkozy, qu'il ne pourra pas empêcher que dans certains départements, il y a des figures politiques de l'UMP qui sont plutôt pour appeler à voter PS, mais qui en même temps savent que au second tour, dans des cas de figure, je pense pour Haute-Garonne et autres, ça risque de se retourner contre eux en deuxième tour, parce que il y aura beaucoup de duels, visiblement. C'est avec l'abstention, parce que là, il faut bien aussi. Une chose, c'est que cette élection, elle n'intéresse personne. Les élections avec la réforme des départements et autres. On va donc élire des conseillers, de manière un peu symbolique. Donc l'élection ne personne, grosse abstention. L'enjeu, effectivement, ça sera de savoir ce que va faire le Front National. Donc il y a beaucoup plus à perdre
dans cette élection pour finalement la question du Front National qui a gagné. Alors, on va élargir notre débat, si vous le voulez bien, et traiter d'une question qui est d'ailleurs à la une de votre hebdomadaire, Sébastien Le Foll, qu'on va voir. Et c'est une question qui est la suivante. Qui est la vraie droite aujourd'hui? Alors, on va voir la une du Point, et vous dites, la voici, mais la vraie droite, ce n'est pas forcément celle qui est dans la classe politique, et on les trouve plutôt au sein de la société civile. Alors, on peut voir quelques personnalités assez étonnantes. Bon, Alain Finkielkraut, Houellebecq, Maud Fontenoy, Gérard Depardieu et je reconnais l'économiste Agnès Verdier-Molinier. C'est un constat. C'est là où les idées on a reparcouru un petit peu toutes les polémiques qu'il y a eu depuis l'élection de François Hollande et on s'est rendu compte que qui avait finalement mis sur la table les sujets, les débats, que ce soit les impôts ou autres, ce sont des personnalités médiatiques ou des personnalités de la société civile. Alors ça a été d'abord Gérard Depardieu avec son exil fiscal. Ah oui, il l'a mis sur la table, oui. En se prenant pour propre sujet. Il y a eu le mouvement La Manif pour tous, il y a eu les pigeons, et puis il y a des personnalités comme ça. Aujourd'hui, quand on veut faire un débat sur l'éducation nationale, qui on met en face de Najat Vallaud-Belkacem? On met Alain Finkielkraut. Donc il y a des personnages comme ça qui existaient et qui ont pris du poids, qui ne sont pas forcément eux-mêmes, qui ne se disent pas de droite, mais qui incarne et dont les idées portent et infusent au sein de la société, selon vous. Et dont la voix porte plus que celle de... Vous êtes d'accord, Geoffroy Lejeune? Je suis à 1000% d'accord, je suis hyper jaloux en fait du point. Vous auriez dû faire cette une à Valeurs Actuelles. On aurait dû, en fait, on tournait autour du truc, on n'avait pas trouvé, non, elle est géniale, c'est exactement ça. Et en fait... de là à dire la vraie droite, c'est celle-ci? Mais si, parce qu'en fait aujourd'hui, il existe, c'est ce que Houellebecq disait il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans une interview, il disait aujourd'hui la droite est quasiment hégémonique sur le plan des idées, il y a beaucoup de gens qui partagent les valeurs de droite, et cette droite elle n'est pas incarnée politiquement, ou alors elle est, enfin bref, je sais pas comment résumer ça, mais il y a une droite hors les murs, c'est-à-dire que aujourd'hui, elle est incarnée, vous avez tout à fait raison, par des gens. Finkielkraut avait débattu avec Najat Belkacem, avec Valls aussi, je veux dire, c'est exactement ça. Et tous les mouvements de droite qui accompagnent cette mutation de la société ne viennent pas des politiques. Et d'ailleurs, moi, ça m'avait frappé au début de la Manif pour tous, c'était je suis votre chef, donc je vous suis. Les politiques avaient mis vachement de temps à descendre dans la rue. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être oublié un peu Zemmour, qui incarne aussi. Il est dedans. On traite son cas. Dans le dossier, qui est un peu cas. Mais pourquoi n'est-il pas à la une? Zemmour, il est maintenant économiquement, Zemmour, il est communiste, quasiment. C'est trop politiquement correct de le mettre à la une. Il est d'extrême gauche. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Parce que sur le plan de société, on ne peut pas dire que voilà. Ça c'est sûr. Olivier Rocan, vous pensez justement que ces personnalités sont, j'allais dire, ils ont le flair, le nez pour certains thèmes beaucoup plus que certains droits dans la classe politique? Alors je ne suis pas du tout sûr que les valeurs de droite soient ultra dominantes dans tous les domaines dans notre société et dans l'électorat. Jean-Christophe Cambadélis. Oui. Mais je ne suis donc pas sûr de ceci. Et d'ailleurs, les dernières élections, si on les regarde, se sont faites sur des clivages économiques et sociaux, notamment. Et on évoque beaucoup... Mais est-ce que ces clivages économiques sont encore réels entre la... débat d'idées d'aujourd'hui. Nous parlions tout à l'heure d'un taux de pauvreté de 14,3%, du chômage endémique, des classes moyennes. Donc les clivages économiques et sociaux sont là. Et mais ça ne veut pas dire pourtant que les gens votent par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des intellectuels bien, de si gauche. vous regardez la sociologie électorale de 2012, vous avez un déterminant sur le patrimoine, vous avez un déterminant sur le ressenti, alors qu'on appelle ça classe sociale ou catégorie socio-professionnelle. Tout ceci continue à jouer. Et certes, le facteur culturel, l'identitaire, est important lorsque l'on regarde cette une notamment. Non, mais pas que le facteur identitaire. On traite aussi l'aspect libéral. Il n'y a pas seulement. D'accord. C'est pas uniquement l'aspect sociétal. C'est beaucoup plus large. C'est plus large. On va avoir lu le dossier. Un peu à ce qu'il se disait aussi sur Zemmour. Et donc. Ce n'est pas un sujet sur la vraie extrême droite. C'est la vraie droite. D'accord, mais tout en disant que ces personnes disaient qu'elles n'affichaient pas leur. Non, mais leur appartenance à la droite. C'est curieux, ça, la droite de dire au la sens... vraie droite, alors que vous dites ensuite les personnes que nous mettons à la une ne disent pas qu'elles c'est la vraie droite, non pas au sens de l'intensité, du fait d'être plus ou moins de droite, c'est de défendre des valeurs, une philosophie que l'on rattache traditionnellement plutôt à la droite, que ce soit la liberté. Il y a également des lignes qui bougent, on le voit bien avec ce gouvernement notamment. Donc, qui est tout le problème de l'UMP aujourd'hui, car aujourd'hui, Nicolas... à figer la droite alors que les lignes bougent entre la droite et la gauche. C'est la difficulté de l'UMP aujourd'hui qui n'arrive pas à se définir comme une droite alternative à effectivement
réformisme plutôt libéral, social qui est incarné par Manuel Valls, et puis un Front National qui a repris un peu une partie du créneau En tous les cas, vous dites gaulliste que les idées bouillonnent, notamment au sein de la société civile, plus largement, puisqu'il y a d'autres personnalités encore à l'intérieur du Point, donc c'est à découvrir dans votre hebdomadaire. On va poursuivre, et comme tous les mercredis, on va découvrir les autres, une de vos hebdos à retrouver demain dans vos kiosques, avec l'Obs, vous allez le voir, qui consacre sa une aux attentats de janvier, aux coulisses de ces événements tragiques, avec cette conviction des services antiterroristes, les frères Kouachi et Mehdi Koulibaly n'ont pas préparé seuls leurs attaques. L'enquête est en cours. L'Obs retrace cet effroyable compte à rebours avant les attaques à la fois de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Justement, Charlie Hebdo, vous connaissez déjà sa une, on va la montrer, ce chien qui court, Charlie Hebdo roulé entre les dents. Il y a ces trousses, il y a une meute hostile qui ont les traits, on les distingue, de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, il y a un djihadiste, il y a un pape avec sa mitre, un grand patron, et dans la cohue sur fond rouge vif, il y a le titre et c'est reparti qui proclamé en lettres capitales. Peut-être un avis maintenant sur cette une et le journal satirique, ça y est, qui repart avec son rythme hebdomadaire maintenant régulier, Geoffroy Lejeune. J'ai du mal à avoir un avis tranché sur cette couve. J'avais pas aimé la précédente, Tout est pardonné, elle m'avait gêné en fait, pour une raison que j'ai du mal à formuler. Et celle-là, disons que je trouve que voilà, que c'est un peu... je sais pas, c'est un peu facile, je trouve. Sébastien, oui, c'est votre avis, Jean-Luc Gombault? Mon avis, non, mais les statistiques montrent que ça part moins bien que la dernière fois. C'est-à-dire, le problème, c'est savoir l'esprit du 11 janvier, peut-être en train de retomber un peu par rapport peut-être un peu beaucoup. Alors, l'Express et la photo, vous allez le voir, de Manuel Valls, le regard noir, et le titre, c'est le bulldozer. À découvrir dans l'Express les confidences de Valls, sa stratégie, son style, et pourquoi il va échouer. C'est l'Express qui le dit. Sébastien Le Foll, vous êtes d'accord, c'est un bulldozer qui aime les rapports de force. Il a imprimé sa marque aujourd'hui. Oui, il a imprimé sa marque et en même temps, il atteint les limites de sa transgression. C'est vrai que c'était un des rares hommes de gauche assez lucide sur la situation. C'est d'incarner et surtout d'imposer un réformisme à la gauche. Et aujourd'hui, avec ce congrès qui va être un petit peu un référendum pour ou contre... qu'il est arrivé à ses limites, à ses propres limites. Au bout de son chemin. Avant ce diagnostic, quand même, attendez le projet de loi sur la réforme du dialogue social et on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il nous réserve des surprises. Oui, et pour compléter un peu ce que vous venez de dire, je pense qu'il faut s'attendre à des propositions ancrées socialement à gauche dans les mois qui viennent. Bon, on va les attendre et on aura l'occasion de les commenter. Valeurs actuelles pour terminer, Geoffroy Lejeune, je vais vous laisser réagir. Les pigeons de Hollande, alors la liste est longue, artisans, retraités, paysans, familles, tous ruinés, quasiment ruinés par la gauche, dites-vous? Oh, vous connaissez la presse, on est obligé de simplifier parfois parce qu'il faut tenir sur une couverture. Mais j'aime vous l'entendre dire, oui. Mais oui, bien sûr. Non, écoutez, c'est un catalogue vibrant pour toutes ces catégories de Français qui se sentent asphyxiés depuis que François Hollande est au pouvoir. Et puis on va être honnête en disant que ça n'avait pas forcément commencé en 2012. Voilà, et certains se sont regroupés au sein de collectifs. On se souvient du mouvement des pigeons notamment. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain, à 22h avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.